Tome 2, enfin si j'ose dire, de cette interview, et il y a un nouvel invité, vous le reconnaissez, puisqu'ils en ont fait voir de toutes les couleurs. On l'appelle Perpignan-Rungis, mais il s'appelle Michael Meunier dans la vraie vie. Il est conducteur de train, il est syndicaliste CGT, et il est avec nous. Et c'est finalement... alors c'est Kevin qui m'a présenté directement, Kevin Courtois de l'Atmosphère qui m'a présenté directement Gérard. Mais sans le prétexte du train de fret, je n'aurais peut-être pas rencontré Gérard Filoche, comme disait, mon capitaine disait, comme disait Diderot. Donc tu es un agent du destin plus que conducteur, contrairement à ce que tu peux croire. Donc là, on est parti de Polar, donc on va rebondir. Alors, messieurs, dames, si j'ose dire, qui a assassiné le train de fret? Alors où on en est là, rapido? Là, sur le Perpignan Rungis, Ouais. il est toujours hacké, hein, il repartira pas. C'était quoi? Normalement, la fin du trafic devait être la semaine prochaine. Ouais. Il repartira certainement au mois de novembre. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de fruits et légumes l'été? Enfin, je sais pas, moi je demande. Oui, Hein. dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a pas trop de fruits et légumes. C'est connu, c'est connu. Il n'y a pas trop de pêche ni d'abricots. J'ai connu des sketchs des Monty Python qui étaient plus absurdes, mais passons. C'est une telle aberration de limiter le fret. Quiconque a le mot écologie à la bouche, puis qui limite le fret et défend les camions, c'est tellement aberrant d'avoir fait régresser le fret de 31%, ce qu'il était il y a encore 20 ans, à 9%. Ouais, et voilà. le liquider, en ce moment, le liquider. Quoi. Oui, oui, Dieu merci. Alors en fait, le train a eu une survie grâce... c'est surprenant, mais quand c'était Castex, quoi, parce que C'est ça, le temps qu'il soit Premier ministre, Ouais. on te redonne le train, et t'es plus Premier ministre, on ferme le train. Quoi. Ouais, C'est- tu prendras le métro. Et d'ailleurs, il a le métro, et bon, et il va privatiser le métro. Dieu merci. Euh, Choukran. Moi, je dis à Cheminot, je voudrais seulement dire une chose, là je l'ai, il disparaît. Ouais. C'est Mécano. Mécano, oui. Tu as lu ça? Non, je ne l'ai pas lu. Oh. Je sais que c'est un. Je suis dedans. Un conducteur de train de Paris, je crois, qui a. Il s'appelle Mathia Philis. Oui, F-I-L-I-C-E. Donc c'est un polar. Ah, non, c'est un récit d'un conducteur, on dit mécano, donc il raconte de son arrivée, de sa formation. L'ensemble de son métier. Ouais, et c'est fait avec un humour, une plume, une écriture, c'est en vers pratiquement. Tu le connais, en vrai? Mais il me l'a dédicacé, il travaille avec mon gendre qui est cheminot. Faudra nous l'amener ici, quand on présente le bouquin, enfin. Moi, je l'ai offert à un collègue qui est parti en retraite au mois d'avril. Ah ouais, non, mais il est génial. On l'a offert. Génial. Alors, parce que moi, je dis tout de suite, hein, je suis un fils de cheminot, Ah, et j'ai un gendre cheminot. ah Et d'accord. j'ai conduit des trains, moi, dans ma jeunesse. Ah oui. Évidemment. 2 fois 4 mois, à l'époque, il y avait des conducteurs en second. C'est ça, Diesel. des ailes. Voilà, c'est ça. Moi, c'était dans la région rouennaise, autour du dépôt de Sotteville-les-Rouen, entre Vernon, Le Havre, Mésidon et puis Fécamp, quoi. Et j'ai fait ça, j'ai monté ma mobilette sur le diesel, et puis voilà, j'avais des découchés à Mésidon, je me rappelle. Et puis j'ai fait ça avec beaucoup d'admiration pour le boulot, parce qu'on me donnait des plannings de 3 semaines. Ça marchait à Et quoi à on commençait à l'époque? 4h du matin, ou à midi, ou le soir à 18h, et j'étais en pleine forme physique, j'avais 19 berges. Et ben j'étais épuisé par les plannings. 3 semaines, c'était les horaires qui changeaient et tout ça. Les gens qui croient que c'est facile le métier, ils ont qu'à faire ça seulement une fois dans leur vie, 3 semaines. Ils vont avoir compris ce que ça veut dire. Moi, je faisais 4 mois, j'attendais que ça se termine. Hein. Et on disait pourtant que j'avais pas grand chose à faire, j'étais conducteur en second. Le gars, il me laissait dormir sur mon machin si j'étais trop. Voilà, et puis on m'avait donné comme seule consigne à l'époque, c'était si ton ton collègue, il a une crise cardiaque, tu prends tes feux de Bengale, tu les allumes, tu cours derrière le train et 300 mètres derrière, tu fais ça. J'ai jamais eu à faire ça. Mais je me rappelle bien la consigne qui m'avait Il n'y été avait, donnée. pas de système de sécurité. Non, bien sûr, il n'y avait rien. Alors c'était quelle année à peu près? 63, D'accord. 33. Et du coup c'était quoi? C'était de l'électrique ou du charbon encore? Bah, du diesel, c'était de l'électrique. Ah hein, d'accord. Du diesel c'était de l'électrique. Oui, Gasoil. tu t'appuyais sur des boutons, c'était électrique les commandes. Ah oui, Tout ton système je était. pense que oui, il doit y Voilà. avoir- Et on avait des trains de marchandises qui étaient interminables. Et à la gare de Seville, j'étais comme un gamin.
on triait les wagons, tu sais, on les montait sur la butte. La butte, Et après, la bosse, ils allaient comme ça. écarté. Moi, j'adorais ça, moi. Il a détaché le wagon, on l'envoyait là, l'envoyait là, l'envoyait là. Pour revoir la même chose, il Ouais. faut aller le plus près là, il faut aller voir à Miramas. Voilà. Il y en a encore, hein. Il y a encore, mais il reste que 3 grands triages en France. Ouais. Ça, évidemment, quand je passe aujourd'hui, c'est un désert. De Il y a machines. Oui, oui. Il n'y a que des machines Il qui y a sont en des, train de il y a se... des machines, les rails, il y a les herbes partout, tout a poussé, c'est une destruction. Mais c'est l'équivalent de Longo pour Amiens, cette ville. Ouais. Tu vois, t'as... Ou D'accord. Avignon, ou combien il y avait Miramas, tu cites, et puis qu'il y avait d'autres comme ça. Des grands triages. Ouais. Non, il y a plein de grands triages. Villeneuve-Saint-Georges. Cibelin, Villeneuve-Saint-Georges, Wapi, partout. Et alors ce matin, vous tombez bien les gars, si j'ose dire. J'étais sur RMC, enfin pas moi, je l'écoutais. En fait, en décalé parce que je suis un lève-tard, vu que je suis insomniaque. Et du coup, j'entendais le ministre Clément Beaune qui me disait que le train allait bien. Bah alors je l'ai cru. Et vous, vous qui suivez un peu le truc, qu'est-ce que vous en dites? Oui, il apprenait quand même le monde libéral de l'ouverture à la concurrence au niveau des TGV. Oui, il parlait beaucoup plus de la Renfe finalement. Ouais. Pour un ministre des Transports, mais bon, il est dans son rôle De liquidateur, Oui, non, mais ça s'arrête de liquidateur, puisqu'il liquide Fret SNCF, et là, il va faire la même chose avec Voyage. Ouais. Et certainement les TER derrière, ils sont dans le rôle de séparation et démantèlement du service public. Apparemment, l'Angleterre, ça leur a pas servi des... Non, et puis, pénal quoi, à la RATP. Ouais. Et RATP, ils font pareil. Ma fille bosse, elle est dans la ligne 9. Ouais. Ils séparent les personnels par ligne. Alors, tu as une équipe de la ligne 9, une équipe de la ligne 13, une équipe de la ligne... Et ils s'apprêtent à séparer Ah ouais. la gestion des lignes. Pourquoi on me le dit pas à la télé, ça, Gérard? Ah bah ça, la privatisation de la RATP était un des enjeux des régionales, et Pécresse défendait ça il y a 2 ans. Il aurait fallu que la gauche, à ce moment-là, s'unisse dès le premier tour pour l'empêcher. La gauche. Tu parles Oui, de gauche, quoi? oui, la gauche. Alors j'ai un vague souvenir, ça me... La gauche est belle et rebelle, c'est notre classe. C'est notre camp, il n'y a pas de compromis. La gauche n'a jamais trahi. Elle a été trahie. C'est très difficile. Oui, c'est bien de le rappeler. C'est une vieille discussion qu'on a, toi et moi, depuis qu'on se croise. Alors, est-ce que Mitterrand a trahi? Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais bon... C'est compliqué si tu poses la question sur le personnage. Le personnage, c'est un des rares personnages qui est allé de droite à gauche. Oui. Il lui reproche acheter la francisque et puis tout ça. Hein. Oui, oui. Lui, l'extrême droite, même à gauche. Généralement, c'est l'inverse. Bon, et quand il est allé à gauche, il a à un moment donné, pendant 1 an ou 2 ans, fait des conquêtes qui sont parmi les plus importantes. C'est pas faux. Bon, voilà. Après, il s'est heurté, comme on dit, au mur de l'argent, un machin, etc. C'était pas un Lénine, Mitterrand. Il a fait gros dos devant les forces qui s'adressaient à lui. Et puis il a cédé. Voilà, bon point. Mais s'il a été réélu Mitterrand en 88, c'est à cause de 81, 82, hein. C'est pas à cause de 83, 84. Tu veux dire, c'est l'inertie du wagon? Enfin, quand même. La retraite à 60 ans, c'était lui. La 5e semaine de congé payé, c'était lui. La hausse du SMIC, c'était 13%. Les lois au roux, c'était quand même le syndicat dans l'entreprise. L'abolition de la peine de mort, le remboursement de l'IVG, c'était quand même pas rien. Vous avez eu ça avec Hollande? Rien avec Hollande. Rien. Jamais rien avec Hollande. Même pas du fromage. Il a même détruit ce que Mitterrand avait fait. Donc il y a une différence entre les deux. Voilà que je défends Mitterrand, moi. À la base, c'était pas ton truc, je sais pas, je demande. Non, c'est toujours pas mon truc, mais il faut savoir... Parce que Mélenchon, par exemple, il aime bien le vieux. Mais il faut seulement avoir l'appréciation des choses, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien Jospin à cause des 35 heures, point. Ça s'arrête là. Oui, après, mais lui-même, il s'est fait coincer aussi. Hein. Bon, encore Jospin, c'était pas Hollande. Jospin, il était encore de gauche. Plus honnête, bien sûr. Il non, était je te demande. Quand il changeait de position, il s'interrogeait 6 mois avant s'il devait le faire, puis 6 mois après, il s'interrogeait encore s'il avait eu raison de le faire. C'était plutôt un rigoriste, Jospin. Parce que Hollande, ça a été une trahison pendant 5 ans, de 2012 à 2010. Et pourtant, il est de Rouen. Alors, pas vraiment, il est de Loissel. Ah oui. Oui, bah, on les connaît, ces gens-là. J'ai fait un jour, j'ai fait un meeting, pas un meeting, j'ai débattu avec lui à Tulle, dans sa ville, là, sur le moment du TCE, puis on m'envoie, moi, contredire Hollande, premier secrétaire à Tulle. S'il y avait une tâche à faire comme ça, c'était moi qui m'y collais pour la gauche socialiste. Alors, j'y allais, quoi. Et le gars, il me présente Hollande, 300 personnes dans la salle, puis il dit, je vais vous dire, il y a Gérard Filoche, il n'est pas d'ici.
Mais vous le connaissez pas. Ouais. Alors, moi, j'ai réfléchi, puis après, quand c'était mon tour de parler, parce qu'on avait 20 minutes chacun, j'ai commencé en disant, mais François non plus, Voilà, bam. il est d'Oissel. Et moi, je suis de Sotteville-les-Rouen, alors ici, on va faire un derby. Alors, va y avoir, alors je sais pas où on en est politiquement, parce que la France est un peu au bord du gouffre. Là, il manque 1 centimètre, à mon avis, avant qu'on y tombe. La question, c'est qu'est-ce qui fera tomber. Mais parlons des présidentielles, si on y arrive. Il y a une certaine Carole Delga, dont tu as peut-être vu passer dans une pub à la télé, qui se sent envie de représenter la gauche. Tu la connais, Carole? Oui, mais elle n'y sera jamais. Bon, Elle ne sera jamais. alors pourquoi? Bon, Parce que pour y être, faut vouloir représenter le salariat. Il ne faut pas être opposé au salariat. Ah, d'accord. Donc elle n'y sera jamais. On lui dira? Oui, mais je n'arrête pas de lui dire. Hein. Ouais. Ah, tu as son numéro? Cazeneuve, Delga, tout ça. Ouais, oui, ah oui, parce qu'il y a aussi c'est Cazeneuve. 1,70%. Ouais. Ils sont avec Hollande, et Hollande, il avait 16 millions et demi de voix, 2 ans après, il en a perdu 14 millions. Il est arrivé avec un parti socialiste à 180 000 membres, quand il est parti, il n'y en avait plus que 20 000. S'il faut, c'était un agent. Et Delga reste dans la moitié des 20 000. Ils ont la moitié des 1,70% qu'a eu Hidalgo. Non, c'est pas la voie à suivre. Non. Moi j'ai l'impression que c'est Hidalgo, elle perd du temps parce qu'elle va refaire une Hidalgo, comme on dit désormais. Et c'est pas le problème, c'est pas Hidalgo, c'est le problème de Paris. Pas Paris. Si on arrive à faire un Paris, comment ils ont fait à Marseille? Ils parlaient d'un grand Paris. Mais à Paris, c'est gagnable. Hidalgo n'est pas attaquable sur tout. Je m'excuse. Ah bon? Sûr que non. Vu d'ici, tu sais. Non, regardez plus près, 25% de logements sociaux. Il y a pas mieux dans la banlieue parisienne. Pourquoi on me le dit jamais à moi? Je vais te dire, 20% de bagnoles en moins. Alors, ils aiment pas toute la droiture contre la bagnole. Du coup, ils dénoncent la bonne espagnole, des choses comme ça à propos d'Hidalgo. Mais 20% de bagnoles en moins, c'est bien. J'ai du mal à garer le Maroc, après, sur les immigrés. Ouais. Je m'excuse, sur un budget de 9,5 milliards à Paris, il y a 1,5 milliard sur les questions sociales. 1,5 milliard. Et donc, les immigrés, quand ils mettent des tentes, elle les fait rentrer dans l'hôtel de ville. Puis après, elle appelle le préfet, trouver une solution, parce que c'est la préfecture qui s'occupe des immigrés, c'est pas la ville de Paris. Donc ensuite, après, sur la culture, permettez-moi de dire que c'est pas chiracien. Vous voilà en train de défendre Hidalgo après avoir défendu. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la chaleur, Gérard? Parce que je défends qu'il faut assez de sectarisme dans la gauche, qu'il faut qu'elle s'unisse. Je défends la NUPES. Je défends l'alliance du PS, des Verts, du PC et puis de LFI. Ouais. Ça, si ça casse ça, on ne gagnera pas. Et après Macron, ça sera n'importe qui, mais on ne gagnera pas. Et donc, je mets seulement les choses au point contre les sectarismes qui restent. Et tout de suite, si on veut parler de quelque chose, c'est des élections européennes. Ah bah oui, c'est les prochaines. Aux élections européennes. Il faut arrêter ce que font les Verts. On leur a proposé la tête de liste aux Verts. Pas de problème. Ouais. Ils veulent combien d'élus au début? 16. Ils ont fait une liste de 16 premiers. Bon, il n'y a qu'à partager avec LFI, avec le PC, avec le PS, en tenant compte des pondérations sur les élections de 2019 européennes et les élections de 2022 présidentielles et législatives. Et on arrive à une liste où il y aura 30 élus, 35 élus. Mais il y aura plus d'élus sur une liste commune que sur une liste séparée, contrairement à ce qu'on Mais Gérard, ton parti, rappelons-le, la gauche démocratique. La gauche démocratique et sociale. Moi, je sociale. me demande qu'à être dans un de ces grands partis-là, s'ils sont démocratiques. Toi, c'est plus facile pour toi d'offrir ce qui ne t'appartient pas. Mais moi, qui suis LFI, j'ai un poids supérieur. Enfin, je plaisante. Ouais. Donc, pourquoi je céderais aux Verts? C'est parce que tout le monde va y perdre. Et les filles perdra aussi. Les Verts y perdront aussi. Le PC qui veut une ligne distincte, il sera éliminé à moins de 5%. Quand tu es éliminé à moins de 5%, ça veut dire 2 ou 3 sièges qui vont à droite, pas à la gauche. Et puis si tu as un deuxième, je sais pas, le PS, il est tout seul, eh ben il sera éliminé aussi. Donc en vérité, tout le monde va y perdre. L'idée que si on se présente avec 4 listes, on aura plus d'élus, c'est pas vrai. Parce qu'en plus, les électeurs vont sanctionner. Ils imaginent pas là-haut ce qui va se passer s'il y a 4 listes. Les gens iront pas voter. Donc toutes les 4 listes, ils perdront. Ils se font sanctionner parce qu'ils auront divisé. Tandis que si les 4 listes s'unissent, il y aura une dynamique. Il y aura plus de voix qu'attendu. Comme aux législatives. Mais législative, la NUPES, on nous dit c'est un échec. Mais la NUPES, le 12 juin 2022, est arrivée en tête. C'était pas prévisible qu'elle arrive en tête, parce que les élections législatives sont une réplique des élections présidentielles. Oui, c'était mal barré même. Oui, elle est arrivée en tête. Et le 12 juin, c'était la NUPES qui était en tête, c'était pas le Front National.
Puis aujourd'hui, toute la presse dit c'est le Front National qui va récolter. C'est pas vrai. Quand il y a eu 6 mois de manifestation sur les retraites, c'est les salariés qui ont manifesté. Et les salariés, leur intérêt, c'est pas que ce soit le Front National. Ben non, parce qu'ils sont pas si sociaux que ça. Moi, j'étais déçu. Ils sont pas sociaux. Ils sont pour la retraite à 67 ans. C'est ça. Ils sont pour la suppression des cotisations sociales et de la Sécu. Les gens savent pas ça du Front National. Faut leur dire. Faut leur dire. Et après, la presse, elle les prépare parce que Macron, ils ont tous trop peur de la NUPES unie. Donc ils essaient de faire campagne pour qu'elle soit désunie. Et tout ce qui les désunit est mauvais. Et d'un autre côté, la droite, elle se rabiboche. Il y a presque plus d'écart entre les uns et les autres, sauf des degrés de racisme. Ben, ils sont tous au RPR. Ouais, enfin oui et non, mais il y a des degrés de racisme. C'est vrai qu'il y a plus de racisme au Front National qu'aux autres. Encore le LR les rattrape très vite. Et par contre, LREM, Macron, ça va pas très loin en arrière. Donc je dis ça parce que c'est droite contre gauche, point. Et si la gauche a une liste commune aux européennes et est en tête, ça change tout. Alors on me dit, ouais, mais c'est des élections européennes, je m'en fous. C'est d'abord des élections françaises. Ah oui, mais alors, ils vont voter au Parlement européen. Mais déjà, au Parlement européen, 90%, ils votent ensemble. Ils votent la même chose. Ah oui, en plus. Alors, il n'y a pas de désaccord. Oui, mais il y en a un qui veut rompre avec l'Europe, l'autre pas. C'est pas vrai. Et les filles répondent... maintenant, ils sont calmés. Elles répondent, oui, ils sont calmés. C'est-à-dire que personne ne sait ce qui arriverait si la France allait vraiment à gauche. Ça changerait l'Europe. Ah oui, ce serait bien même. C'est pas l'Europe qui nous empêcherait de rester à gauche. C'est le fait que la France soit à gauche qui aura une influence dans toute l'Europe. Parce que la Grèce, c'était 2% du produit intérieur brut européen. La France, c'est 27% du produit intérieur brut européen. Si la France bascule à gauche, j'aime vous dire que les salariés belges, espagnols, italiens... Tout le monde nous regarde d'ailleurs. Tout le monde en a profité. La France a toujours été le phare pour les révolutions et les luttes sociales. Là, quand on luttait pour les retraites, toute l'Europe se disait, s'ils gagnent, nous, on peut y mettre notre pied dans la porte, quoi. Et le pied dans la gueule dans la foulée. Alors, moralité ou moralitude, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il a à dire, le camarade cheminot c'est quoi votre agenda syndical, camarade? Là, quand est-ce qu'on refait une présentation du documentaire? Documentaire à refaire, on va recharger les batteries parce qu'on a bien donné par rapport aux retraites, par rapport malheureusement au licenciement du camarade Guillaume, ouais. conducteur de TGV. Et derrière, la liquidation de fret, là, on a essayé de faire des actions, on a réussi, et après ça n'a pas marché au niveau national, mais je pense que la rentrée va être socialement va être très très costaude pour le gouvernement. Il n'y aura pas que du réchauffement climatique, il y aura du réchauffement social aussi. Oui, ça va aller de droit avec peut-être une bonne révolution, mais on va faire ce qu'il faut, quoi. Camarade, Gérard, toi, ton agenda, c'est quoi? À part la littérature, puisque maintenant, la politique, tu en fais... je vois que tu fais des efforts pour coaguler la gauche, si j'ose dire. Ouais. C'est beaucoup d'énergie. C'est la gauche démocratique et sociale. C'est un réseau qui passe son temps à ça. Et ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. On manifeste, on participe au moment du meurtre de Naël, ou bien on réagit à tous les événements sur les questions sociales. Parfois, on a raison avant les autres, mais notre tâche principale, c'est de dire il faut l'unité de la gauche. Sans unité de la gauche, il n'y a pas d'espoir. Sans rester ensemble dans la NUPES et élargir, il n'y a pas de victoire. Et nous, on veut en être. Parce que quand je vois Olivier Faure, il me dit « Ah, c'est bien ». Quand je vois tel ou tel, pas Roussel, mais je vois d'autres de partis communistes, on me dit « Ah, c'est bien ». Après, je vais voir des Verts, « Ah, c'est bien ». Je vais voir Génération, « Ah, c'est bien ». Alors pourquoi on n'a pas, j'en sais rien... Pourquoi c'est fait? C'est pas fait plutôt. Il n'y a qu'à faire, j'en sais rien, un conseil national des 20 ou des 30, ouais. 2, 3 par parti, on pondère, si plus pour les filles, moins pour... Je m'en fous, à vrai dire. Et 2 pour la GDS, ça me suffira sur 30, toi. Je veux dire, c'est pas ça qui compte. C'est que les gens voient qu'il y a un conseil, un cadre commun. C'est pas normal qu'on ait fait 6 mois avec, je sais plus combien, 14 manifestations, pas 2 millions de personnes, et qu'il n'y ait pas eu un grand meeting à Bercy avec toute la NUPES.
Normalement, la NUPES... Ça se faisait. Il y a eu un meeting. C'était à la Bellevilloise, 350 places. C'était la génération qui l'avait organisé. Moi, j'y ai parlé, mais c'est 350 places pour le premier anniversaire de la NUPES. C'était pas à la hauteur. Il fallait avoir une salle de 20 000 personnes, ou sur une place publique, et puis et célébrer. Et ça, c'est la faute des dirigeants, ils ne se rendent pas compte. Roussel, Tondelier, Bompard, Faure, ils s'en rendent compte. Mais ils ne se rendent pas compte que chaque fois qu'ils ont un mot de travers, un bisbille entre eux, ça fait des ravages. Roussel par rapport à Mélenchon. Oui, mais il faut arrêter, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable, quoi. Je discutais l'autre jour avec un militant du PC, il me dit « Ah, Mélenchon... Ouais. » Puis je discute avec un autre militant du PC, il me dit « Ah, il est bien quand même. » Il y a 4 positions dans le Parti communiste. Chez les Verts, il y en a plus de 50% qui sont pour une liste commune. Chez le PS, c'est 52, 49, c'est comme ça. Et puis après, il reste quoi? J'ai oublié. Et les filles. Mais les filles, pour l'instant, elles sont pour l'unité. Je m'en félicite. Je les ai assez engueulées quand elles étaient contre. Donc le fait qu'ils soient pour, c'est une bonne chose. Et donc, ça devrait marcher. Il y a une majorité à gauche pour l'unité. On a un sondage de l'IFOP. 90% des électeurs communistes sont pour une liste commune aux européennes. 72% des Verts. 78% de la LFI. Et 60%, c'est le chiffre le plus bas du PS. Bon, mais la direction du PS, elle est pour l'unité. C'est la seule chose qui compte. C'est ça. Coller les dates. Hein, ouais. Mais c'est un truc qui me fait tomber des bras, parce que comment ne voit-il pas que s'il n'y a pas l'unité, c'est Le Pen dans 3 ans? Enfin, c'est aussi simple que ça, bordel. Est-ce qu'on est obligé à un moment donné d'avoir Le Pen, histoire que ce soit fait comme Perpignan a eu Louis Alliot? C'est pas obligé si le salariat n'est pas uni. Et puis nous, les fascistes, on a été déçus, laisse-moi te le dire. Hein. Si le salariat n'est pas uni, le salariat, en plus en France, c'est 90% des actifs. 90% des actifs. 90% des actifs. C'est-à-dire qu'on est majoritaire. C'est nous qui produisons les richesses et qui n'en recevons pas la part qu'on mérite. Le salariat, c'est ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Ils sont ingénieurs ou balayeurs, ils sont informaticiens ou mécaniciens, ils sont infirmières ou secrétaires, caissières ou... Il y avait une chanson de La Commune, La Canaille, qui résumait ça. Oui, mais c'est vrai. Le salariat, on n'est jamais été aussi fort, aussi puissant dans ce pays, et c'est comme si ça ne se savait pas. Déjà, les premiers sont les salariés, il me semble qu'ils ne sont pas conscients. Moi, je travaille pas, donc je suis pas conscient du travail, mais... Tu dis ça, ils sont pas conscients. Enfin, je sais pas. Alors pourquoi il y a eu 14... BFM. Pourquoi il y a eu 14 manifestations avec 2 millions de participants? 2 millions, ce sont 5 millions. Les gens millions. ne sont pas politisés. Ouais. Et pourquoi, quand ils ont fait le 49.3, parce que c'est pas facile à comprendre, le 49.3, il y a des millions de gens qui sont... Il faut l'expliquer 3 fois, le 49.3. Pourtant, il y a des millions de gens qui ont réagi. Après, on peut prendre simple. Il y a un an, je suis sûr que tu m'aurais fait des vannes sur l'intersyndicale et la CFDT. Moi, j'ai toujours... La plaisanterie à gauche, c'était à la CFDT, négocier le poids des chaînes. Moi, je dis, ne dites pas ça, c'est un syndicat qui est important. Si on l'entraîne, on sera plus fort. Là, il a été entraîné. On avait une intersyndicale. C'est toujours dans la... Et je m'excuse, ceux qui crachaient sur le syndicalisme, ils ont fait quoi pendant ce temps-là? C'est l'intersyndicale qui est debout de A à Z grâce à l'unité. Grâce à l'unité. A fait marcher depuis 6 mois la bataille sur les retraites. Faut en tirer les leçons. Le salariat est tout puissant. Il y a eu des manifs à Ouessant. Oui. Il y a eu 150 personnes. À Groix, il y a eu 200 personnes. À Romorantin, il y a dû y avoir 450 personnes. Je suis allé du côté du Jura, à Saint-Claude, il y avait 1200 personnes. Je suis allé à Abbeville, il y avait 3000 personnes. J'ai fait 25 meetings, moi, pendant les retraites. Partout. Toutes les strates étaient additionnées. Les gilets jaunes, les cheminots, la fonction publique, le corps du salariat. Toutes les strates étaient additionnées. Oui, mais je te citerai un autre Normand, le maire du Havre. Comme dirait un autre Normand, Pierre-Yves Rougeron, oncle Fétide, qui disait, mais ça passe. Mais il a failli ne pas être élu, Édouard Philippe. Et les gens ils disent que c'est le plus... Personne, je ne crois pas une seconde que ce type-là est un avenir. Moi non plus. Bon, très bien. Mais on veut nous le vendre. Alors disons-le. Oui, mais disons-le. Il ne faut pas accepter de la même façon, il ne faut pas accepter une seule seconde les gens qui vous disent « Oh, ça penche vers le RN ». Non. Ça penche vers le salariat.
Ce qui a été fort ces 6 derniers mois, c'est le salariat. Oh oui, mais ils n'ont pas gagné. Bah, ils vont gagner. On est à la première mi-temps, il y aura une deuxième mi-temps. Oui, mais on ne voit pas qu'est-ce qui va déclencher les choses. Il y a toujours quelque chose qui surgit pour déclencher. En Tunisie, c'était un marchand de légumes qui s'est immolé par le feu. Et là, il y a 50 ans, à Prague, c'était parce qu'ils ont fermé la lumière d'un théâtre d'opposition et les gens sont sortis dans la rue et tout le monde a manifesté. C'était le début de la révolution à Prague. Et puis il y a eu encore quelqu'un qui s'est flambé, c'était Yann Palach. Oui, c'est vrai, mais sur le plan des événements, s'il croit Macron, qu'après avoir eu tout ce monde-là contre lui depuis des années, il va s'en sortir, il s'en sortira pas. Il croit toujours qu'ils vont éviter le piège, éviter l'explosion, mais elle va avoir lieu, elle va avoir lieu. Tu crois comme un Kundera qui vient de nous quitter que la plaisanterie a assez duré? Ouais, mais j'ai lu Kundera. C'est un très grand écrivain. Je l'ai lu il y a longtemps quand il avait quitté la Tchéquie et puis qu'il arrivait en France. L'insoutenable légèreté de l'être. Absolument, c'est le premier livre de lui que j'ai lu. Et bien c'est triste qu'il soit disparu, évidemment. 94 ans, moi je ne le savais pas si vieux. Ça m'a attristé parce que je l'ai un peu lu aussi. Notamment La plaisanterie, qui est de circonstance, je trouve, le bouquin en ce moment, parce que comme les gens se braquent facilement. Donc voilà. Il va falloir conclure, parce qu'il fait chaud. Et il y a mes enfants qui disent « À quelle heure t'arrives ?» Donc tous ensemble. Tous ensemble, donc moralité. Donc on se donne rendez-vous pour la rentrée sociale. Pour la rentrée sociale, on va dire ça. Ça marche. Messieurs, camarades, je vous remercie et à bientôt. Nous aussi.